très bien. Écoutez, les 14 heures, donc on va pouvoir, et je vois que vous vous connectez sur le nouveau webinaire que propose Hauts-de-France Addiction dans le cadre du mois sans tabac. Vous savez que c'est une habitude depuis quelques années de pouvoir essayer d'éclairer des sujets autour de l'accompagnement de cette campagne Mois sans tabac. Et c'est vrai que les professionnels nous demandent aussi toujours un tout petit peu, ils se sentent seuls dans leur lieu d'exercice. C'est comment, à travers ces webinaires, on arrive à mobiliser déjà, mais à les motiver aussi, puis à prendre du recul sur leur pratique professionnelle. Donc, c'est vrai que c'est des moments phares et clés pour pouvoir faire progresser. Moi, bonjour, hein, donc je suis Marie-Ange Testelin, je dirige la Société française d'alcoolologie aujourd'hui, mais je suis vraiment attachée à ces parcours, à ces formations pratiques professionnelles auprès de tous ces participants qui travaillent en conduite addictive, en addictologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous propose un webinaire qui m'a paru à moi lorsque je suis allée à la Société francophone de tabacologie et que j'ai écouté le docteur Lajeovic, donc Lazarovic. Nietzsche, voilà, comme pas possible. Ça m'a éveillée, ça m'a Oui, suscité l'envie de pouvoir s'auto-évaluer dans nos pratiques. Elle a parlé du concept des capacités. Et moi, cela, dans ces approches un peu innovantes, dans la prise en charge, dans des nouvelles approches en tabacologie, j'ai pensé qu'il fallait nous le ramener dans notre région Hauts-de-France. C'était important d'entendre aussi ce concept-là et prendre ce recul hein, nécessaire pour pouvoir prendre soin et accompagner au mieux donc les personnes que nous avons en charge. Donc merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Moi, j'appelle ça des approches innovantes. Vous allez nous en expliquer totalement. Nous avons 2 heures. Donc, à la fois, on a du temps et à la fois, on va pouvoir laisser à la fin, hein, parce que on va pouvoir se dire qu'à la fin, on va pouvoir laisser les questions-réponses, puisque le chat est bien ouvert. Donc, je vous demande, vous qui êtes derrière vos écrans, de pouvoir utiliser la fonction chat qui est en bas de votre écran sur la barre de proposition du menu chat. Vous posez les questions et puis je me ferai l'ambassadrice ou la médiatrice de tout ce que vous allez nous dire, puisque nous sommes en format webinaire. Donc, je regarde attentivement le chat, je vais pouvoir prendre vos questions et on se donnera du temps pour y répondre. Donc, la place est à vous. Je ne vous ai pas présenté, mais vous allez le faire. Moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, vous venez de cette agglomération de Bordeaux et que vous travaillez dans un hôpital suburbain, hein, donc de la oui, métropole qui s'appelle Dubousca, qui est ce qu'on s'était dit, hein, donc c'est vraiment oui, attaché à la métropole de Bordeaux. Et donc, tout à fait. vous allez nous présenter cela, qui a été vraiment un travail de longue haleine, hein, un travail sérieux, publié, cherché. Et donc, vous allez nous expliquer cela tout cet après-midi. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Ange Testelin. Je vous remercie pour votre confiance et je suis très heureuse de vous présenter dans le cadre du mois sans tabac, la préparation du mois sans tabac de Hauts-de-France Addiction, cette approche par les capacités dont peut-être vous avez entendu parler, qui pourrait être une approche utile pour les professionnels qui sont amenés à accompagner des patients fumeurs. Alors oui, je m'appelle donc Nathalie Lazerovic, je suis médecin addictologue et tabacologue. Alors je distingue les deux, c'est un petit peu surfait, mais j'ai les deux formations qui ne sont pas totalement superposables, même s'il s'agit de toute façon d'addiction. Je m'occupe aussi d'autres addictions, alcool, cannabis, cocaïne ou addiction au jeu et autres addictions sans substance, addiction au travail ou autres. Voilà, dans cet hôpital suburbain du Bouscat, tout près de Bordeaux. Je suis secrétaire générale adjointe de la Société francophone de tabacologie pour la clinique et la formation de cette société. Et puis, je suis enseignante à l'Université de Bordeaux pour le troisième cycle en médecine. Alors, c'est un webinaire que j'avais présenté d'ailleurs
à la Société francophone de tabacologie dans l'onglet Actualité. Et c'est vrai que Marie-Ange m'a proposé de vous le présenter dans votre cadre régional. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, je vous présente cette courbe que vous connaissez tous, que vous suivez bien sûr assidûment. Nous la suivons tous depuis des années et on se rend compte que cette courbe du BEH montre une stagnation hein, du taux de fumeurs ces dernières années lié probablement à la crise Covid, mais lié aussi aux crises nationales et internationales que nous connaissons, qui donnent une atmosphère un petit peu, on va dire, pesante et difficile pour tout un chacun, mais nos patients en particulier. Et pourtant, nous avions assisté les années précédentes à une réduction régulière de ce taux de fumeurs à la faveur du mois sans tabac, l'avènement du mois sans tabac depuis 2016, l'augmentation du prix du paquet, le remboursement des traitements et l'élargissement des droits de prescription à l'ensemble des professionnels de santé, comme vous le savez. Alors, si on s'intéresse à cette courbe, on peut intuitivement imaginer que ce sont toutes ces mesures qui ont permis à une part importante de population d'arrêter de fumer, puisqu'on passe de 30% à 25% à peu près de fumeurs quotidiens. Alors, qu'en est-il? En réalité, lorsqu'on regarde euh, les proportions entre 2014 et 2019, donc c'est à peu près superposable à cette réduction, on se rend compte que effectivement, le taux de fumeurs quotidiens est réduit de 4 points, ça c'est clair, mais que c'est plutôt ceux qui n'ont jamais fumé, qui ne sont jamais entrés dans le tabac, qui sont en hausse, de manière totalement superposable. Les ex-fumeurs, eux, durant toutes ces années, restent au même niveau. Alors ça peut interroger, et vous voyez que même en 2021, le taux reste similaire. Donc là, c'est vraiment un souci. Donc, la réduction du taux de fumeurs serait ainsi liée à la baisse d'entrée dans le tabagisme. Vous voyez, plus qu'à, malheureusement, la sortie du tabagisme des fumeurs actuels. Alors, ça pose la question de l'efficacité de nos prises en charge très clairement. Est-ce que depuis toutes ces années, est-ce que nous avons une efficacité optimale? Voilà la question qui est posée. Et pourtant, on peut dire que l'arrêt du tabac est bien une quête, hein. En France, 60% des fumeurs déclarent avoir envie d'arrêter de fumer. Même une étude aux États-Unis montre que plus de 80% des fumeurs auraient préféré ne jamais avoir commencé à fumer. C'est probablement le même taux en France. Cependant, on voit que moins d'un quart des fumeurs quotidiens ont fait une tentative d'arrêt d'au moins une semaine. Alors, les trois quarts n'ont pas tenté ou bien leur tentative n'a pas abouti. Vous voyez? Donc, c'est un paradoxe qui interroge. En fait, les personnes ont envie d'arrêter, mais elles n'arrivent pas à se lancer ou leur tentative n'est pas couronnée de succès. Alors, interrogeons un peu la base de nos prises en charge. Comme vous le savez, il s'agit bien du cycle de Prochaska et Di Clemente qui décrit les étapes de changement, quel que soit le comportement. Hein. Donc, c'est vraiment un cycle qui a d'ailleurs été diffusé dans les dernières recommandations de 2014 de la HAS. Et c'est un cycle par étapes qui est adapté au changement comportemental. Il se base sur l'évaluation de la motivation. Et c'est donc bien logiquement que on a travaillé le développement de l'entretien motivationnel. Et on va voir par tout l'exposé que je vais vous faire que
peut-être faut-il aller encore au-delà de cet entretien. Il ne s'agit pas comment dire, d'y renoncer, mais d'aller peut-être au-delà. Alors, l'entretien motivationnel, depuis des décennies, est enseigné comme incontournable. Il s'agit d'une méthode directive centrée sur le patient qui vise à augmenter sa motivation intrinsèque. Il s'agit donc de résoudre pour lui son ambivalence, et ça a été décrit, comme vous le savez, par Miller et Rolnick depuis, on est maintenant 30 ans. L'Association francophone de diffusion de l'entretien motivationnel estime que c'est la dimension humaine de la rencontre aidant aider et se base sur les entretiens centrés sur la personne. Il s'agit d'aider la personne à faire émerger ses motivations et trouver ses propres solutions. Excusez-moi. Les outils, vous les connaissez, je ne reviens pas dessus, et la posture du professionnel est évidemment largement connue maintenant par tous. Cette posture est basée sur l'empathie et le non-jugement et a été largement décrite par Carl Rogers. Alors, la motivation à l'épreuve du tabagisme, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire qu'au-delà de se sentir motivé, le patient a besoin de se sentir compétent. Et c'est même l'équipe de Rolnick qui le dit lui-même en disant que la gestion du changement s'appuie aussi fortement sur le besoin de se sentir compétent pour agir. Henri-Jean Aubin, psychiatre, chercheur, estime, lui, qu'un patient percevant très bien les conséquences de son tabagisme et les bénéfices de l'arrêt ne s'engagera pas dans un changement de comportement s'il n'a pas confiance dans ses capacités. Et enfin, un autre chercheur estime qu'au-delà de l'entretien motivationnel, il faut se concentrer sur l'apparition précoce du pouvoir d'agir en tant que motivation habilitante. Donc là, on commence à discerner que la motivation s'appuie sur le pouvoir d'agir. Et des études, d'autres chercheurs confirment que c'est la compétence qui, en aval, peut accroître la motivation intrinsèque. Alors, c'est encore plus vrai dans les populations vulnérables. En effet, ces populations voient leur motivation altérée par la précarité, du fait d'une incertitude face à l'avenir et d'une difficulté de planifier le changement. Un diabétologue, chercheur, professeur en endocrinologie et qui a beaucoup enseigné la philosophie de la médecine, c'est Gérard Réac, et qui estime que, en fait, un des mécanismes de l'addiction se situerait dans la difficulté à se projeter dans le futur, et donc les fumeurs sont maintenus dans l'obtention d'effets immédiats, ce qui est le propre d'ailleurs de l'effet de la fumée de tabac. La présidente de la SFTN, Laurence Lefahou, parle même d'horizon temporel rétréci au jour le jour. D'autres chercheurs de la SFT confirment que les motivations à l'arrêt du tabac diminuent avec le niveau socio-économique bas. Et Jean-Michel Delisle, qui est psychiatre et ancien président de la Fédération Addiction, décrit lui aussi la faible confiance des populations précaires à cesser de fumer du fait de leur croyance sur l'impact favorable du tabac. Donc vous voyez, de manière générale, il est difficile de se motiver et c'est encore plus vrai dans les populations précaires, alors même que ces populations fument largement plus que les personnes les plus aisées. Alors nous avions travaillé cette question de la motivation versus capacité dans une étude bordelaise où nous avions compulsé près de 300 dossiers hein, et dans lesquels on se rendait compte que le score de motivation était très bon, donc plus de 7 ou au moins 7,
pour 90% des personnes, alors qu'il était très bon pour le sentiment de capacité, lui, était très bon seulement pour 45%. Donc ça interroge également, hein. La capacité ne peut pas être superposable à la motivation, et la motivation peut-être ne suffit pas euh, à induire la capacité. Alors, on a même des indicateurs de l'incapacité à l'arrêt malgré une motivation vitale. Regardez, plus de 50% des patients BPCO légers et près de 50% des patients BPCO sévères fument encore. Moi-même, j'ai reçu des patients avec la bouteille d'oxygène me disant, je fume pour survivre. Vous voyez, c'est vraiment très fort. C'est, ces personnes se sentent totalement incapables d'arrêter, alors même que leur motivation, c'est la survie. Un quart des patients continuent de fumer après un AVC ou un infarctus, et 2 patients sur 3 atteints d'un cancer poursuivent leur tabagisme. Et tout ça est référencé comme vous le voyez en dessous. De la même façon, nous avons des indicateurs de l'incapacité à l'arrêt malgré une motivation cette fois financière. En 2022, comme je vous le disais, Santé publique France a montré que le tabagisme persiste chez 34% des personnes précaires versus 21% des personnes les plus aisées. Et puis, dans un livre que j'ai récemment publié qui s'appelle Ma cigarette, pourquoi je t'aime, comment je te quitte, eh bien, j'ai recueilli des centaines de verbatims des patients reçus en consultation. Et voyez, je vous en cite 2 exemples, mais j'en citerai d'autres tout à l'heure. Personne n'imagine la souffrance d'être malade du cœur et de continuer à fumer parce que je ne peux pas faire autrement. Une autre personne m'a dit, on est comme des mouettes engluées dans une marée noire. L'image est assez forte, hein, et vraiment nous devons prendre en considération ce sentiment d'incapacité. Alors, quels sont les obstacles au sentiment de capacité? Eh bien, d'abord, vous le savez, l'addiction au tabac est sous-tendue par la cinétique la plus rapide. La fumée arrive au cerveau en 5 à 7 secondes. Et puis, cette addiction a un ancrage le plus fort, plus que l'héroïne, plus que la cocaïne, le cannabis et l'alcool. Sur 100 consommateurs de tabac, 90% sont addicts et fument quotidiennement. Sur 100 consommateurs d'alcool, 10% sont addicts. Alors, je vais pas égrener tous ces chiffres, mais voyez, des études confirment que c'est vraiment l'addiction la plus forte du fait de sa cinétique, mais pas seulement, comme on va le voir tout à l'heure. En fait, l'addiction au tabac s'accompagne de profondes modifications structurelles cérébrales. Et c'est vraiment très important non seulement à comprendre à communiquer auprès de tous les professionnels de santé, mais à communiquer auprès des patients eux-mêmes. Heureusement, ces modifications sont réversibles. Alors, quels sont ces obstacles euh, cérébraux? Le cortex préfrontal est le lieu de la maîtrise, en fait, du contrôle des pulsions, de la prise de décision. C'est aussi le lieu du traitement d'informations et de planification de la réponse et de cognition, excusez-moi, du système de valeurs. Eh bien, ce cortex préfrontal se trouve altéré par la fumée de tabac, principalement à cause de l'oxyde de carbone et des hydrocarbures qui gênent le renouvellement des neurones dans ces zones. Il s'ensuit un syndrome amotivationnel et une apathie. Et il faut savoir que de ce fait, depuis 2000, pour de nombreux auteurs, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, nous avons le professeur Marc Oriacombe, qui a beaucoup milité pour communiquer le fait que l'addiction est bien une maladie chronique. Et donc, ça donne effectivement une responsabilité aux soignants, à nous tous, d'accompagner la personne
vers la rémission, hein, et en lui transmettant qu'il n'est pas responsable de sa volonté d'arrêter. En fait, ça ne dépend pas de sa volonté, hein, mais de la façon dont on va l'accompagner. Eh bien, on abaisse sa culpabilité et on permet une meilleure alliance thérapeutique. Autre transformation, altération cérébrale, concerne l'hippocampe, avec un impact négatif sur l'apprentissage, le précuneus avec une réduction de perception du bien-être, le gyrus singulaire postérieur avec un effet négatif là aussi sur la maîtrise de soi, et l'insula avec l'accroissement des perceptions négatives. Alors vous voyez, tout ça met la personne dans des conditions difficiles pour se mobiliser. Ces altérations s'accroissent avec l'ancienneté du tabagisme. On peut imaginer que ça pourrait donc expliquer la difficulté à s'abstenir pour les fumeurs les plus âgés, hein. Et puis, d'ailleurs, on le voit que les plus jeunes sont plus nombreux que les plus âgés à avoir fait une tentative d'arrêt. Il faudrait presque une année d'abstinence par paquet à nez fumé, c'est-à-dire si la personne a fumé un paquet par jour pendant 10 ans, il faudrait théoriquement, disent certains chercheurs, 10 ans pour que les différences, toutes ces différences d'épaisseur corticale ne soient plus observées. C'est peut-être un peu sévère. Il faut garder en mémoire que de toute façon, ces altérations sont réversibles. Mais ce délai un peu important tout de même pourrait sans doute participer au phénomène de rechute. Alors, quelles sont les conséquences de ces obstacles à l'arrêt? Eh bien, c'est très simple. Un sujet fumeur, se disant non motivé à l'arrêt, se perçoit probablement dans l'incapacité de cesser de fumer. Et donc ça, il faut le mettre à jour. Il faut arriver à ce que ça soit verbalisé, de manière à s'entendre sur des bases qui soient homogènes entre le thérapeute et le patient. Donc ces barrières incapacitantes, c'est, comme on l'a vu, la vulnérabilité sociale avec des difficultés à se projeter dans l'avenir, mais aussi des difficultés d'accès aux soins, les handicaps physico-chimiques dont nous venons de parler, avec des modifications structurelles cérébrales, d'autres impacts neuro-hormonaux que j'évoquerai tout à l'heure, mais qui sont délétères pour l'humeur et la motivation au changement. Et puis enfin, des représentations. Alors, vraiment, il s'agit de toutes les idées reçues que vous connaissez, que ce soit celles qui portent sur la volonté d'arrêter, les bénéfices perçus, ressentis du tabac sur l'humeur, et puis toutes les idées reçues et erronées sur les traitements, à savoir que les patchs seraient addictifs, qu'il ne faut pas fumer sur les patchs, qu'il ne faut pas dépasser la posologie d'un par jour, etc. Donc tout ceci, ça prend du temps pour les soignants de répondre à ces idées reçues, mais c'est indispensable. Mention spéciale à la publicité au cinéma. Vous connaissez peut-être le rapport 2021 de la Ligue nationale contre le cancer. Nous allons faire une session au prochain congrès de la SFT sur tabac et cinéma, de manière à mettre à jour cette grave problématique de normalisation du tabagisme. Ce rapport de 2021 montrait que 90% des films récents, entre 2015 et 2019, comportaient jusqu'à 6 séquences de publicité, l'équivalent de 6 séances de publicité de 30 secondes. Donc, une moyenne de 3 minutes d'apparition de la cigarette à l'écran, ce qui fait beaucoup pour un film. Je pense qu'il y a certains films qui les dépassent largement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Ligue contre le cancer a aussi interrogé les spectateurs et a montré que près des 3/4 des ex-fumeurs avaient envie de reprendre le tabac au vu de ces images. Même si le sujet
est motivé, il y a donc des obstacles à transformer cette motivation en action. Et donc, ce sont les limites de l'approche motivationnelle si on l'utilise seul, ou bien si on l'utilise avant de mettre le sujet en situation de liberté de se mouvoir. Et ça, je vais vous dire un petit peu plus loin comment faire pour essayer d'augmenter la capacité de la personne avant ou en même temps qu'on travaille sa motivation. Alors, on a travaillé à Bordeaux plusieurs études, des travaux universitaires avec des thésards. On a évalué la pratique hospitalière. On a montré que si on tenait compte d'un certain nombre d'enseignements euh, euh, exprimés par les patients eux-mêmes, on se rendait compte que on obtenait de bons scores de sevrage à long terme. Et vous voyez, on a même travaillé les éléments utiles à transférer aux professionnels de santé et l'efficacité de ce transfert de compétences. Donc, on a vraiment essayé de faire le tour sur le plan quantitatif, qualitatif, de tous les ingrédients clés qui pouvaient être le plus utiles pour accompagner un patient aux prises avec l'addiction au tabac. Vous pouvez retrouver facilement ces publications. On a complété tous ces résultats par le recueil de 300 verbatim patients colligés sur 2 années et qui confirment les conclusions de ces travaux de recherche. Alors, je vous livre des exemples de ces verbatims. Avant de s'engager dans la démarche, voilà ce que dit une personne. Quand on est pris dans cette addiction, c'est le brouillard total à l'horizon. On ne peut pas se motiver parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas. Pendant la démarche, pendant l'accompagnement, voilà ce que disent les personnes. La première dit, du fait d'arriver à réduire, ma motivation augmente. Une autre dit, je découvre un autre moi plus confiant dans sa capacité à gérer quelque chose. Donc, vous voyez, j'ai retenu ces verbatims qui parlaient de capacité de motivation. Après la démarche, après le sevrage, la personne dit, j'ai beaucoup accroché à la démarche par l'expérience, la motivation vient ensuite. Une autre m'a dit, la motivation, elle vient à partir du moment où on arrête. Vous voyez? Alors, tous ces verbatims ont un sens qui est quand même euh, à prendre en considération. Nous devons nous rendre compte de l'importance majeure de nourrir le sentiment de capacité et l'aptitude à changer. Et c'est donc ce qui a donné lieu à cette recherche sur l'approche par les capacités. Car avec toutes ces études, j'ai beaucoup recherché en 2022, 2023, des notions de capacité. Et je suis tombée sur une tribune d'un sociologue de Genève qui avait exprimé que l'approche par les capacités, qui était développée en sociologie dans d'autres domaines, hein, du handicap, de la précarité, eh bien, pourrait sans doute s'adapter aux addictions. Mais il avait posé la question. J'ai contacté ce sociologue, nous avons mis en commun euh, nos, euh, nos avis, je l'ai rencontré à Genève, nous avons vraiment travaillé une publication qui est parue euh, en, en mars 2024 hein, dans le courrier des addictions et qui est intitulée L'approche par les capacités, un nouveau paradigme en addictologie. Lui-même est très convaincu et moi-même je le suis également et notamment pour le tabac. Alors, les bases du concept de l'approche par les capacités, eh bien, c'est Amartya Sen, qui est un économiste et philosophe indien, puis qui s'est établi aux États-Unis, qui vit encore d'ailleurs. Amartya Sen a conçu cette approche comme un enjeu de justice sociale et du bien-être humain, applicable particulièrement dans les domaines du handicap, de la précarité et de l'éducation. La définition des capacités
ce sont les libertés réelles de mener une vie qu'on a des raisons de valoriser. Alors, vous voyez, le terme de liberté est absolument majeur, et il y a aussi le terme de raison. On verra ce que ça signifie. Cette approche se décline en deux phases. La première, c'est la liberté-opportunité, autrement dit, la possibilité d'accéder au choix de changer. Et ensuite, la liberté-processus, c'est la possibilité d'atteindre ensuite les objectifs visés. Vous voyez, ce qui correspondrait, qui pourrait, voilà, s'adapter au concept d'empowerment, qu'on connaît également bien depuis des années. Mais cette notion de liberté au départ est très importante. On va voir. La liberté d'accéder au choix. Amartya Sen ajoute que sans la capacité d'entreprendre une action, une personne ne peut pas être tenue pour responsable de s'abstenir, parce que cette action reste hors de sa portée. Autrement dit, en fait, les droits ou libertés formelles, qui peuvent aussi se décliner comme préférence du patient, préférence déclarée, doivent être différenciés des droits et libertés réelles qui, eux, sont vécus concrètement par l'individu. C'est vraiment quelque chose de très important et qui pose la question de la vraie liberté de choix. Est-ce que le choix de continuer à fumer, ce choix, est-il réellement libre? Quand la personne dit je préfère continuer à fumer, est-elle réellement libre de ce choix? Pour Amartya Sen, les ressources d'une personne n'ont de sens que si on tient compte des circonstances contingentes. Et ces circonstances contingentes, ce sont ce qu'on appelle les facteurs de conversion. Quels sont les facteurs qui permettent de transformer la liberté apparente en liberté réelle? On va voir ça. Eh bien, ces facteurs de conversion favorables dépendent des compétences et facultés des personnes, ça c'est certain, mais aussi du contexte social et environnemental de l'individu. Par exemple, en Inde, et ça c'est Amartya Sen qui donne cet exemple, la femme n'aura pas le même accès que l'homme à l'alphabétisation, du fait d'obstacles familiaux et hiérarchiques, de conditions de vie, etc. Et ce, même si l'école est à proximité et même si les ressources sont similaires entre les familles. Autre exemple que donne souvent Amartya Sen, c'est le fait que la possession d'un vélo n'induit pas à elle seule la liberté réelle de se mouvoir. Donner un vélo à quelqu'un, théoriquement, ça lui permet de se déplacer, mais ce n'est pas si simple. Cette liberté doit se conjuguer à la capacité de l'utiliser et à la possibilité de le faire dans l'environnement. Je vous donne l'exemple pour ces deux éléments. La capacité de l'utiliser suppose d'avoir appris à s'en servir, d'avoir les capacités de santé pour le faire, hein, enfin, sur le plan cardiovasculaire, sur le plan locomoteur, etc. Et puis que l'état du vélo soit correct, qu'on ait accès à des réparations si c'est nécessaire. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Hein. C'est pas évident qu'un vélo suppose de pouvoir se mouvoir. Et puis la possibilité effective de le faire, voyez, suppose l'existence de pistes cyclables, d'un niveau supportable de pollution, d'un rangement du vélo dans l'immeuble, d'un niveau de sécurité dans l'espace public, du fait que le travail soit pas trop éloigné. Alors, bien sûr, on peut tout de même utiliser le vélo, mais on l'utilisera peut-être pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour, par exemple, l'arrêt du tabac, on pourra peut-être le faire, oui, mais on risque la rechute. Vous voyez, si on ne tient pas compte de cette approche par les capacités, on va voir comment on peut l'appliquer. Alors, pour mon collègue, co-rédacteur de l'article, Jean-Michel Bonvin, sociologue, l'exemple type de l'approche par les capacités, ce sont les politiques du handicap. Pour lui, la liberté-opportunité, c'est se poser la question des ressources et compétences des personnes
pour la liberté effective, et il cite un certain nombre de conditions. Et puis la liberté processus, c'est de quelles fonctionnalités et capacités de négociation disposent les usagers. Donc, en travaillant cette question, nous avons essayé de l'adapter au tabac. On va voir comment, en se posant la question de l'adaptation des modalités d'accompagnement, d'accord, en fonction des besoins exprimés. Tient-on compte des besoins réels exprimés par la personne? Donc, ça suppose la capacité des dispositifs à prendre en compte le point de vue des usagers. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, on peut dire l'entretien motivationnel, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Mais on va travailler cette question un petit peu plus loin. Quelles sont leurs préférences? Oui, mais quels sont leurs besoins? Quelles sont leurs priorités? En tabacologie, nous devons nous poser la question, quelles priorités sous-tendent la liberté effective de ne plus fumer? Quels sont ses besoins fondamentaux? Et en travaillant cette écoute des patients fumeurs depuis des années, ça fait des années que je m'attache à essayer de creuser quelles sont les priorités. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est malade du tabac continue à fumer? Et pourquoi dit-il que ça l'aide à vivre? Vous voyez, c'est extrêmement important. Parce que si on se dit, ben, écoutez, moi je lui ai dit que c'était pas bon pour sa santé, il veut pas comprendre, on est à côté. Alors, les besoins pragmatiques fondamentaux sont de l'ordre de trois. En tout cas, trois grandes catégories. Tout d'abord, le besoin de comprendre ce qui lui arrive et d'être compris, hein. Lorsque je discute avec des patients, ce qui revient souvent, c'est ah, mais j'ai enfin compris ce qui m'arrivait. C'est vraiment très important. Voilà ce que disent les personnes. Je vous livre quelques verbatim. Je veux absolument cesser de fumer, mais j'ai terriblement peur d'arrêter. Je veux comprendre pourquoi. On a l'impression d'être dépossédé d'une partie de son cerveau parce qu'on sait bien que c'est nocif. Je veux comprendre ce à quoi je renonce en arrêtant de fumer. L'aide que je veux, c'est la compréhension de ce problème. D'habitude, j'ai beaucoup de volonté, je ne comprends pas pourquoi là, j'en ai pas. J'ai pris la décision d'arrêter de fumer, en même temps, je me mets des obstacles, je ne comprends pas. Voilà, donc cette question de compréhension est absolument majeure. Euh, J'aimerais qu'on détricote ce qui se passe dans mon cerveau. Voyez? Donc, c'est des exemples, hein, mais dans le bouquin qui est cité, il y a énormément de verbatim qui vont dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai mis le focus sur ce besoin prioritaire. Le deuxième grand axe de besoin, c'est le besoin d'être soulagé, parce que la personne, en réalité, a peur. Alors, comment ça s'exprime? J'ai très peur d'arrêter de fumer et je m'en sens incapable. Je me rends compte que je fume par peur de manquer. Je ressens un vide si je ne fume pas. J'ai peur du néant, de perdre l'essentiel dans ma vie, de ne plus avoir pied. J'ai peur de l'abandon définitif. J'ai peur de devenir fou en arrêtant de fumer. Et le verbatim dont je vous parlais en intro, fumer est pour moi une façon de survivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces expressions? Parce que en travaillant ça en entretien motivationnel, oui, on va essayer de déplacer un petit peu la personne, mais la personne ressent cette peur de manière extrêmement physique, cérébrale. C'est pas juste cognitif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On va voir ça un petit peu de manière plus approfondie tout à l'heure. Certains chercheurs, comme Robert Molimar, a écrit un article qui s'intitule La peur mortelle d'arrêter de fumer, bien sûr. Troisième grand axe de peur, c'est enfin,
pardon, de besoin prioritaire, c'est le besoin de garder une certaine maîtrise. Et voyez, ça nous rapporte à cette notion de difficulté dans la période que nous vivons, période Covid, post-Covid, des crises que nous connaissons et qui rendent la personne inquiète et peut-être qui rajoutent un besoin de maîtriser ce qu'elle peut maîtriser dans l'immédiat. Idem pour les populations précaires. Donc, le besoin de garder une certaine maîtrise, voilà ce que disent les patients. J'ai des repères avec la cigarette, même si beaucoup sont inutiles. Ça m'aide à gérer mes émotions, surtout négatives. Fumer m'aide à contrôler mon poids. Mais d'autres personnes m'ont dit, quand je fume, au moins je contrôle mon transit intestinal. D'autres m'ont dit, quand je fume, ça me permet de passer les moments d'attente et de rythmer euh, le temps que je passe à attendre. Quand une situation échappe à mon contrôle, j'ai envie de fumer une cigarette. Une autre personne me dit, le plus indispensable dans le besoin de fumer, c'est le fait de s'autoriser quelque chose. Une autre personne me dit, parfois, j'en ai pas vraiment envie, mais c'est juste l'idée que je peux le faire et le concrétiser moi-même. Voyez, c'est très important. Le fait de fumer permet de maîtriser les émotions, maîtriser le temps, maîtriser le poids, maîtriser l'octroi à soi-même. Si nous ne faisons qu'en parler et permettre à la personne de dire cette perception. C'est-à-dire qu'on va creuser dans les entretiens et la personne va pouvoir s'exprimer. Il se peut que cela ne suffise pas parce que c'est extrêmement fortement ancré. Alors justement, comment ces besoins prioritaires se placent par rapport aux bénéfices à plus long terme de l'arrêt du tabac? Vous voyez, les soignants sont souvent dans cette idée qui perdure d'essayer de dire à la personne, bon, souvent les médecins traitants vont rappeler, ou les médecins spécialistes vont rappeler les bénéfices de l'arrêt du tabac. Les soignants qui sont un petit peu plus engagés dans une démarche d'accompagnement vont essayer de faire exprimer par la personne les bénéfices de l'arrêt à terme, en disant, en essayant de mettre sur table les bénéfices pour la santé, quantifier le niveau de dépendance pour permettre à la personne de prendre conscience et lui permettre de mettre en exergue les inconvénients de fumer, les bénéfices de l'abstinence. Bon, mais, et puis le guider, bien sûr, pour qu'il exprime ses motivations à changer. En fait, si on, vraiment, si on se centre sur ce qu'on a dit précédemment, ce qui compte aux yeux du patient, lui, intimement, et qu'il n'arrive pas toujours à exprimer, c'est qu'il veut comprendre ce qui lui arrive, on l'a vu, c'est qu'il ne veut pas souffrir, il a peur, il a besoin d'être soulagé, il a peur de perdre ses repères, et il veut être aidé concrètement pour sortir de là. Parce que souvent, il a déjà essayé et que ça s'est soldé par une tentative qui n'a pas réussi ou alors à court terme. Alors, face à ces besoins réels, comment on peut agir, nous? Un psychiatre qui s'appelle Bernard Pachou estime que les valeurs implicites sont celles des soignants ou celles du système de soins au détriment souvent des valeurs éventuellement divergentes du patient, comme on vient de le voir. Une sociologue parle de la satisfaction des besoins réels associés aux capacités qui ont une valeur intrinsèque forte. C'est-à-dire ces besoins intimes doivent être satisfaits plus que l'expression de motivation sur les bénéfices attendus. Il faut coller à la réalité de la propre rationalité de la personne, tout en travaillant les représentations par l'apport de points de vue alternatifs. Parce que le risque de
faire s'exprimer la personne uniquement en lui faisant trouver elle-même ses motivations à continuer ou à s'arrêter, on risque de s'arrêter à des préférences résignées qui ne seraient pas libres. Et donc, il faut travailler ça en exprimant de la part du soignant des points de vue alternatifs. On va voir lesquels. Développer une réelle liberté de choix et d'action suppose l'octroi de ressources adéquates aux besoins et notamment la prise en compte du seuil de satisfaction des besoins de base permettant la mobilisation. Alors tout ça, je vous ai refait un panorama un petit peu ésotérique avec des chercheurs en sociologie, en santé publique, mais c'est pour vous dire que tout le monde va un peu dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire s'intéresser aux besoins intimes de la personne, ne pas s'arrêter aux préférences déclarées ou aux motivations exprimées. Il faut aller plus loin. Alors, je vous propose une application à nos prises en charge que nous avons travaillé avec ce sociologue, Jean-Michel Bonvin. Je reviens aux capacités, qui sont donc les libertés réelles de mener une vie qu'on a des raisons de valoriser, avec ces deux phases qu'on a vues tout à l'heure. Les propositions d'application concrètes en tabacologie pourraient être, si on reprend les besoins qui ont été exprimés, qu'on a vus tout à l'heure, le besoin de comprendre, en premier lieu, pourrait donner aux soignants euh, un éclairage pour travailler avec la personne sa déculpabilisation. Alors, on le fait tous quand on s'intéresse à accompagner une personne dépendante. Mais il faut voir quels sont des leviers un peu précis, ceux qui fonctionnent bien. Et puis, exprimer, travailler avec lui les points de vue alternatifs sur ce soutien psychique que la personne ressent en fumant. Le deuxième axe de besoin, le besoin de soulagement, nécessite qu'on prenne en compte le seuil d'autonomisation qui permettra la mobilisation et on verra comment. Et le besoin de maîtrise pourrait être accompagné dans le cadre d'une réflexivité active dans un parcours progressif. Et c'est ce que je vous expliquerai. Il est vrai que encore certains professionnels proposent un arrêt brutal. Alors oui, il faut donner le choix quand la personne dit moi j'ai déjà arrêté brutalement, je sais que c'est ce qu'il me faut parce que je ne peux pas y aller progressivement, mais nous avons vu à travers toutes nos études que l'arrêt progressif sous patch est sans doute plus efficace à la fois pour le confort et pour la pérennité du sevrage. On va s'intéresser d'abord à la première phase, la liberté-opportunité, le besoin de comprendre. Comment on va permettre à la personne d'accéder au choix, à la liberté face à quelqu'un qui est hésitant, qui dit je sais pas, je suis pas sûre, pour l'instant ça me fait du bien et puis j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, de toute façon j'en suis pas capable, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici les leviers de la déculpabilisation qui ont, à travers les verbatims des patients, montré qu'ils marchaient le mieux. La base, c'est l'approche centrée patient. Vous la connaissez, l'accueil inconditionnel de l'expression du sujet, le non-jugement, l'empathie. Cette approche se décline en alliance thérapeutique, c'est-à-dire faire confiance à la personne dans sa capacité à mobiliser ses ressources et partager les objectifs et les moyens pour y parvenir. Tout ça, vous connaissez. Pour ce qui est de la déculpabilisation, on propose de dire un certain nombre d'éclairages. Dire par exemple que le cerveau humain est de nature addictive a une très forte action déculpabilisante parce que la personne sent qu'elle n'est pas seule. Quand on décline que l'addiction est la pathologie la plus répandue et touche probablement en pathologie actuelle plus de la moitié de la population si on compte toutes les addictions avec substance et sans substance, eh bien ça
abaisse le niveau de sentiment de responsabilité, de manque de volonté, savoir qu'on n'est pas tout seul à éprouver cette difficulté. Et quand on ajoute qu'il s'agit bien d'un phénomène indépendant de la volonté, c'est-à-dire que la personne consomme malgré elle, alors qu'elle voudrait faire autrement, donc la volonté, elle l'a, mais c'est un problème de capacité qui est difficile à obtenir. Et là, la personne, ça lui fait écho. C'est vraiment très important de dire, le fait d'arrêter de fumer ne dépend pas de votre volonté, mais dépend de l'accompagnement, bien sûr. Et enfin, mais ça vous le dites tous, la rechute fait partie intégrante et formatrice du parcours, donc vraiment désamorcer la culpabilité d'avoir rechuté. Et puis dire, alors ça c'est peut-être moins intuitif pour la plupart des soignants, annoncer que l'addiction au tabac est bien la plus difficile à gérer. En fait, il faut reconnaître cette difficulté et ça permet en fait de prendre en compte la réalité de la souffrance de la personne et dire que c'est normal que la personne en soit à ce niveau-là de ne pas avoir encore pu parvenir à cesser de fumer au long cours. Si on reconnaît ces difficultés, on prend en considération sa personne et donc ses capacités potentielles. Et voilà ce qu'en disent les personnes. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que s'arrêter de fumer n'était pas un problème de volonté. Donc là, je vous donne un exemple, mais des dizaines l'ont dit. C'est pour ça que je focus sur ce type de verbatim. J'ai trouvé un apaisement dans la déculpabilisation par rapport au tabac. Le fait de dire que c'est une maladie, une addiction à part entière, ça soulage aussi. Ce qui m'a surtout aidé, c'est avant tout le fait d'être non pas coupable, mais victime de cette addiction. Avoir en face de soi quelqu'un qui comprenne que c'est difficile a vraiment été important. Dire que c'est très difficile d'arrêter, ça nous autorise à nous faire aider. Le moteur a été votre confiance dans le fait que j'y arrive, alors que j'étais sûre que c'était impossible pour moi. Donc, vous voyez, et ces verbatims-là ont été souvent dits plusieurs fois. Alors, on a dit la déculpabilisation d'une part, mais pour accéder à la liberté de choix, discuter les points de vue de la personne. Parce que les points de vue de la personne peuvent être parfois basés sur des idées reçues qui ne sont pas forcément exactes. Le patient est un partenaire de soins. Il faut lui permettre de comprendre sa problématique et depuis très longtemps, depuis 10 ans, 15 ans, je lui expose la dualité des effets psychiques du tabac. Et ça, c'est vrai que je me suis étonnée à plusieurs reprises pourquoi on en parlait peu dans les publications ou dans les communications. Parce que ça paraît quand même être une base qui permet à la personne de se mobiliser lorsqu'il comprend ce qui se passe au niveau cérébral. Donc lui expliquer que le tabac est dépressogène par divers mécanismes. La fumée inhalée au long cours, on a vu que c'était responsable d'un syndrome amotivationnel et d'une apathie. Mais il se trouve que dans la fumée de tabac, il existe des substances qu'on appelle IMAO-like et qui sont de véritables antidépresseurs naturels contenus dans le plant de tabac et dont l'effet est majoré par certains additifs rajoutés par les cigarettiers. Ces substances améliorent l'humeur au moment où la personne inhale la fumée, sur un fond dépressif chronique. Par ailleurs, le tabac est anxiogène et pourtant la personne vous dira je fume pour me détendre. Alors, il y a une dérégulation de la réponse au stress. Je ne vais pas vous dire, il y a plusieurs mécanismes qui font que, comme le café, mais plus encore le tabac est directement anxiogène au niveau cérébral. Mais par contre, la nicotine a des effets relaxants musculaires directs. La nicotine fait ressentir à la personne une relaxation musculaire. Et donc, cette sensation de détente est réelle. Mais lorsque la personne a fumé toute la journée, elle induit un état anxieux chronique. Et enfin, vous le savez tous,
l'oxyde de carbone va avoir un effet, on va dire, soporifique, hein. Vous connaissez l'intoxication au chauffe-eau mal réglée, on va avoir une somnolence, donc une asthénie, une baisse de vigilance. Mais au moment où on fume, le pic de nicotine induit un pic de cortisol, et ce cortisol augmente la vigilance et la concentration. Donc, autrement dit, la ligne de base n'est pas une ligne, je le dis un peu plus loin, euh, viable, elle est dégradée, cette ligne de base. Hein, je la mets ici. L'humeur de base est dégradée, hein, c'est la ligne du bas. Et en fumant, on atteint un état viable, mais la ligne de base est plus anxieuse, plus déprimée, plus fatiguée qu'elle ne devrait l'être si on ne fumait pas. Et la personne a l'impression qu'en fumant, ça lui fait plaisir ou elle est mieux. En réalité, elle met fin à un déplaisir. Et souvent, d'ailleurs, elle n'attend pas qu'émerge ce déplaisir pour attraper la cigarette suivante parce que c'est juste insupportable qu'émerge brutalement le stress, l'anxiété, la déprime et la fatigue. Du coup, il s'agit bien de soulagement répété à chaque cigarette fumée du mal-être chronique induit par le tabagisme. Le tabac est donc un faux ami qui répare momentanément lors de la consommation ce qu'il détériore au long cours. Et ça, l'expliquer au patient, ça a un impact majeur sur sa motivation. Il comprend, ça lui parle, il comprend ce qui lui arrive et on sait que la compréhension de son trouble par le patient a un impact sur la motivation. Voilà ce que disent les personnes de ces explications. Expliquer l'ambivalence et ce qui se passe dans le cerveau, ça donne envie de s'en sortir. Cette histoire de dualité sur le psychisme, c'est hyper important. On sait que c'est difficile d'arrêter, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, on est ficelé. Depuis que vous m'avez informé sur les effets psychologiques du tabac, ça a complètement changé mon point de vue. Je me sens investie et bien plus en confiance pour y arriver. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous m'expliquez. Ça m'aide énormément de comprendre. On ne m'avait jamais expliqué ça. Je pense que si j'avais su ça lors de ma dernière tentative, ça se serait beaucoup mieux passé. Je comprends mieux ce qui m'arrive. Vous voyez, c'est pas rien, c'est verbatim. Maintenant, si on s'intéresse à l'autre partie, la deuxième phase, c'est qu'une fois que la personne dit, mais oui, je choisis d'arrêter librement parce que j'ai compris ce qui m'arrive et je choisis d'arrêter de fumer. Eh bien, comment on va l'accompagner pour réussir? Je vous rappelle qu'il y a deux autres besoins prioritaires, c'est le besoin d'être soulagé, et on comprend avec ce qu'on vient de voir à quel point ce besoin est important, et le besoin de maîtriser. Le besoin de soulager est important. On va en parler tout de suite, et il s'appuie sur ce qu'on a nommé le seuil d'autonomisation, c'est ce fameux seuil de santé minimale sous lequel la personne n'est pas capable de se mobiliser. Nous appelons ça seuil d'autonomisation. C'est une sorte de bouée où quelqu'un qui a des difficultés à nager, par exemple, ne va pas pouvoir apprendre les mouvements. Mettons une personne pas obèse, par exemple, qui n'arrive pas à se mouvoir dans l'eau, qui essaye d'apprendre à nager, va mieux apprendre en étant dans une bouée qui la porte un petit peu pour apprendre quels sont les mouvements que si on la laisse se débattre dans l'eau. Eh bien, quelle est cette bouée? Cette bouée, c'est de soulager d'entrée de jeu le craving par un traitement adapté et efficace. Et lorsqu'on dit ça, c'est pas si simple. Ça suppose de proposer d'initier un traitement avant que la personne soit certaine qu'elle soit motivée. C'est Bertrand Dunsenberg que vous connaissez tous qui l'exprime ainsi. L'American Thoracic Society, qui est une association de chirurgiens thoraciques américaine, énonce dans ses recommandations en 2020 qu'il faut initier un traitement support très précocement. L'ASFT,
recommande une posologie thérapeutique substitutive largement accrue. Quand nous parlons de ça à la SFT, c'est que un patch est le plus souvent sous-dosé et qu'il faut augmenter les posologies au fur et à mesure, jusqu'à 2 patchs, 3 patchs, 4 patchs s'il le faut. Par consensus, en 2023, et ça a été présenté au congrès 2023, la SFT a estimé que la vape pouvait être recommandée si elle était souhaitée clairement par les usagers, sous réserve de préconisations d'utilisation telles que l'utilisation concomitante de patchs ou l'utilisation transitoire de cet outil pour le sevrage. Le Haut Conseil en santé publique a aussi établi l'intérêt de la vape pour les personnes en situation de précarité, de comorbidité psychiatrique ou de coaddiction. Enfin, on peut prévoir de mettre sous antidépresseurs des patients qui ont déjà ressenti des états dépressifs aux arrêts antérieurs ou qui ont déjà eu des états dépressifs majeurs par le passé, parce que sinon on s'expose à un rebond dépressif au sevrage. C'est comme ça que nous allons permettre à la personne de s'autonomiser pour pouvoir se mobiliser. Hein. On est vraiment dans un soutien thérapeutique précoce. Le seuil d'autonomisation permet d'accroître l'envie de changer, pas seulement en entretien, mais dans l'action. Donc, on va proposer à la personne d'initier le traitement et de continuer à fumer, sans objectif de réduction, dans un premier temps, bien sûr. Ça évite la réactance, vous connaissez ce, ce mot. La réactance, c'est la réaction d'une personne à qui on donne l'injonction de faire quelque chose. Sa seule liberté est de faire le contraire. Vous connaissez bien ça avec les enfants et les ados, mais chez les êtres humains, c'est un phénomène assez connu et insister pour que la personne arrête de fumer mène à l'effet contraire. Donc dire à la personne qui arrive avec la peur de s'arrêter, voilà, je vous propose d'initier ce traitement, mais surtout, il faut continuer à fumer. Ah bon, je peux continuer? Oui, oui, et même il faut continuer à fumer. Eh bien, on va aller dans le sens de celui qui voudrait euh, continuer, mais qui est aux prises avec celui qui veut arrêter. Ça s'appelle rouler avec la résistance. Et on permet à la personne comme ça d'y aller progressivement. Euh, Gérer lui-même son traitement. La varenicline, malheureusement, on ne l'a plus pour l'instant, mais lorsqu'on l'avait, on espère qu'elle reviendra, on permettait à la personne de travailler elle-même ses posologies en prenant des moitiés le soir ou 3 demi au lieu d'un matin, un soir. Enfin, c'est la personne qui gérait son traitement. Pareil pour les substituts, on augmente les dosages par palier jusqu'à percevoir une dépréciation du goût du tabac. C'est ce qu'on appelle la notion de titration, c'est-à-dire que on va augmenter progressivement la posologie des patchs et la personne va finir par ne plus avoir envie de fumer. Alors bien sûr, ça ne suffit pas, il faut également des thérapies comportementales, on va le voir. D'autres éléments peuvent être utiles, comme annoncer une démarche progressive sur plusieurs semaines, en donnant une perspective, 1 mois et demi, 2 mois, voilà, plusieurs semaines. Du coup, la personne a un abaissement, une réduction de son angoisse en se disant j'ai le temps. On va pas me mettre le couteau sous la gorge. Et puis, on va qualifier les phases successives d'expérience. Par exemple, à partir du moment où la personne aura toléré ses patchs à la première consultation, ben à la deuxième, on va proposer, travailler avec elle d'éventuels objectifs de réduction en lui proposant d'expérimenter. L'expérience, c'est ben, on essaye de réduire de 2 cigarettes par jour. Si ça ne fonctionne pas, on revient à la consommation antérieure. La personne n'a pas de pression à réduire.
Du coup, ce n'est pas la motivation qui induit la capacité, mais c'est bien la perception intime, corporelle de sa capacité par la personne qui va permettre la motivation. Et voilà ce qu'en disent les personnes. Je me suis sentie très soulagée à la première consultation de m'entendre dire continuez à fumer, ne changez rien pour le moment. Voilà ce que je leur dis à la première consulte, hein. J'aime bien la démarche souple, pas radicale, ne pas se faire violence. La chose essentielle que j'ai appris, c'est qu'on pouvait fumer sur les patchs, et c'est comme ça que j'ai pu diminuer. Avec le traitement, j'ai l'impression de fumer de la paille. La cigarette devient comme quelque chose d'étranger, alors qu'on est intime depuis des années. À chaque fois que j'ai tenté d'arrêter brutalement, je faisais des crises d'angoisse, des attaques de panique. Le fait que je puisse continuer à fumer est beaucoup plus simple parce que c'est moi qui pilote. Alors ça va nous amener au dernier besoin prioritaire, c'est le besoin de maîtrise. L'accroissement du pouvoir d'agir est corollaire de l'accroissement de la capacité de réflexivité. Cela passe par la conscientisation, la prise de conscience de cette dualité psychique entre celui qui veut arrêter et l'autre qui veut continuer. Celui qui veut arrêter jusqu'à présent est à plat ventre devant l'autre, en quelque sorte. D'accord? Donc, on lui propose de se relever et de voir quels vont être les assauts de celui qui veut poursuivre la consommation. La personne, il y a deux personnes, deux parts. Et ça, vraiment, je travaille ça avec eux, cette dualité psychique. Et leur dis, vous allez amortir les coups de butoir de celui ou celle en vous qui veut continuer à fumer, parce que vous allez être protégé par le traitement. Et puis, vous allez, grâce à la thérapie comportementale, affaiblir celui ou celle qui veut donc continuer à fumer. Voilà comment l'expriment les patients. Je me sens tiraillée entre la nécessité d'arrêter le tabac et le besoin de continuer à fumer. Oui, je veux arrêter, mais au fond, non. On dirait qu'il y a un second moi qui réclame. Parfois, j'en ai pas envie, mais quelque chose me dit, vas-y quand même. Donc, cette dualité, voyez, ce qu'on appelle l'ambivalence, bien sûr, qui est travaillée en entretien motivationnel. Mais on va la travailler de manière très comportementale. Alors, ces deux voix, elles se font réellement entendre. Je vous ai donné encore quelques exemples. Une part de la personne se dit, je me parle à moi-même, là c'est bon, tu peux attendre un peu. Non, tu ne passes pas devant le bureau de tabac. Si je fume, l'autre va me dire, donc il y a moyen, tant que je gagne, je joue. C'est que ta mémoire qui te dit que tu as envie de fumer, c'est pas la réalité. Donc ça, c'est le petit ange, celui qui veut arrêter de fumer. Quant à l'autre part, voilà ce que disent les personnes, je ne pense pas à mettre le patch. Tu vas pas y arriver, enlève-le. C'était comme une autre voix. Le carnet est compliqué à trouver dans mon sac. Alors, c'est le petit carnet que je leur propose de traçabilité des consommations. Et donc, voilà ce que me dit une personne. Il est compliqué à trouver dans mon sac. Alors, on rigole parce que je dis, ah oui, c'est les sacs de femmes, on le sait, c'est le bazar. On en sourit ensemble. Mais c'est bien la réalité de la dualité. J'ai rien fait de ce qu'on a dit, même pire. Là, il faut vraiment ne pas être, comment dire, déstabilisé par ce type Oui, il y a des personnes qui reviennent en disant, on avait parlé de certaines stratégies comportementales qu'on avait mis au point ensemble, et elles arrivent en disant, mais de toute façon, j'ai rien fait de ce qu'on a dit. Évidemment que c'est la part de celui qui veut continuer à fumer qui s'exprime. Et d'ailleurs, au fil de l'entretien, ce sont ces mêmes personnes qui vont arriver à dire des choses que l'on a vues dans l'autre colonne. Ou encore, je suis écœurée après quelques tafs, mais l'autre moi me dit, la jette pas, profites-en. Ils peuvent arriver à vraiment visualiser et ressentir leur dualité que si on a exposé d'abord cette matérialité de l'ambivalence.
Et cette matérialité de l'ambivalence, elle s'appuie sur cette dualité des effets psychiques du tabac qu'on a vu tout à l'heure, à la fois dépressogène et antidépresseur, à la fois anxiogène et anxiolytique, relaxant, à la fois fatigant et augmentant la vigilance. Vous voyez que cette dualité, en fait, apparemment psychologique, est une dualité cérébrale. À partir du moment où on explique ça à la personne, on peut arriver à travailler ça de manière extrêmement approfondie et permettre à la personne d'exprimer les choses et en sourire ensemble d'ailleurs. Alors comment on va gérer cette ambivalence? On va permettre à la personne d'utiliser des stratégies comportementales de réduction du craving, c'est fumer en pleine conscience, majorer sa façon de fumer un petit peu plus vite, un peu plus fort, se remémorer les sensations éventuellement pas forcément agréables du fait de fumer lorsqu'on a augmenté la posologie des patchs. Donc ces trois éléments viennent un petit peu en plus des stratégies que vous connaissez tous, qui sont boire un grand verre d'eau, euh, euh, changer d'activité, prendre des inspirations profondes, éloigner le paquet de la vue, le mettre même dans la voiture garée en bas devant la maison. Euh, voilà, mais tout ça, on le connaît, vous le trouvez sur Tabac Info Service, il n'y a pas de souci et vous les connaissez tous, mais les trois autres, c'est peut-être des choses qui peuvent majorer l'intérêt des stratégies comportementales. C'est vraiment fumer en pleine conscience et fumer exclusivement en ne faisant que ça. Sinon, on ne se rend pas compte de la modification de perception du produit tabac. Cette modification de perception est vraiment un socle majeur de la réussite du sevrage, et ça peut se faire que lors d'un sevrage progressif. Lorsqu'on arrête brutalement de fumer, on quitte le tabac en l'aimant encore. Et donc, évidemment, à la moindre déstabilisation, accro dans le cours de la vie, on va être tenté de revenir à ce qu'on considère comme un support psychique. Si pendant plusieurs semaines, cette perception du goût du tabac se modifie et que finalement, on finit par n'y trouver plus d'intérêt, je vous assure que c'est assez fondamental pour la réussite et la pérennité du sevrage. Bien sûr, on va utiliser les outils d'auto-évaluation des consommations que vous connaissez et on va lui permettre de lui-même bâtir sa cinétique personnelle de diminution. On va lui permettre de manager lui-même son traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va comment dire, l'engager, l'accompagner dans la mise en œuvre d'autres sources de plaisir, bien sûr, tout ça vous connaissez, et tout ça contribue à l'autonomisation de la personne. Alors, j'en reviens à l'entretien motivationnel versus approche par les capacités. L'entretien motivationnel, il s'agit bien d'une communication guidée et de la résolution de l'ambivalence par l'expression guidée. Et euh, dans certaines structures de soins, dans certains enseignements, on dit encore qu'il faut d'abord travailler la motivation avant d'entreprendre une démarche. Ce que nous disons avec mon collègue de sociologue, c'est qu'en fait, dans l'approche par les capacités, on va travailler une action avec la personne, plus que la communication. On va travailler l'action et on va lui permettre de résoudre son ambivalence par le vécu et la perception de sensations physiques différentes. Mais ce n'est pas, comment dire, exclusif l'un de l'autre. Bien sûr que l'entretien motivationnel garde sa place. Je veux dire par là que, dans certains cas, le positionner en condition préalable euh, euh, peut mener la personne à décrocher de la démarche. Voilà ce que disent les personnes. Remplir ce carnet donc de consommation me permet de discerner le degré d'impériosité de mes envies. En comprenant bien comment je fonctionne, je vais y arriver plus facilement. Fumer vite, debout,
À partir du moment où le cerveau comprend que c'est pas bon, on perd l'envie de fumer. Le principe de dualité entre les deux soi, cette image m'a marquée. Quand j'ai des pulsions d'envie, aussitôt je me dis, toi tu te casses. Je visualise toujours le dialogue intérieur entre les deux moi et l'imager comme on l'a fait ensemble m'aide beaucoup. Petit à petit, la part que je ne maîtrise pas s'étiole. Je me dis pas que c'est gagné, mais je me dis maintenant que c'est possible. Vous voyez, euh, ces gens qui disent ça, lorsqu'ils arrivent en consultation, on pourrait se dire, moi j'ai eu des personnes dans mes enseignements, quand je parlais à d'autres professionnels qui me disaient, oui, mais vous, dans vos consultations hospitalières, les gens arrivent, ils sont motivés. Non, ils sont parfois envoyés parce qu'ils vont avoir une opération, qu'ils sont obligés de s'arrêter. Puis souvent en consultation hospitalière, c'est un peu le dernier recours, ils ont tout essayé et ils viennent dire que c'est pas possible en fait. Ils viennent déposer le fait que ce n'est pas possible. Et donc la personne qui a dit ce dernier verbatim, c'est quelqu'un qui était arrivé en me disant je sais que j'y arriverai pas. Et vous voyez, on peut arriver à modifier ce sentiment de capacité. Alors, de quoi je parle dans un parcours complet du patient? Vous savez que ça se décline en trois phases. La progression vers l'arrêt du tabac, vous avez compris maintenant que je plébiscite plutôt l'arrêt progressif. La gestion des symptômes de sevrage, ça vous savez qu'il faut rassurer sur le caractère transitoire des symptômes et il faut les expliquer. Et la troisième phase, c'est le maintien de l'abstinence, la gestion du craving et la prévention de la rechute. Ça nous emmènerait beaucoup trop loin de parler de tout ça. Dans le maintien de l'abstinence, on peut parler du rôle de la mémoire dans le système de récompense et qu'il faut respecter un délai suffisant de traitement pour que le cerveau reprenne son fonctionnement autonome et ne réclame plus sa béquille. Mais là, oui, et dire aussi que la cinétique est similaire à celle de la rémission d'une dépression, et pour cause, puisque le tabac induit une dépression cérébrale. Donc, vous savez qu'un traitement pour antidépresseur, c'est plusieurs mois. Et c'est comme ça qu'on explique à la personne que la durée du traitement par patch, il va être de plusieurs mois après le sevrage. Vous voyez que ce topo ne concernait que la première phase. Bien sûr, mais là, il y en aurait pour la journée de parler du reste. Donc, j'ai juste voulu faire un focus sur cette progression vers l'arrêt du tabac. À distance de l'arrêt, plusieurs mois après, puisque je continue à suivre les personnes une fois par mois pendant 6 mois, puis à 9 mois et à 1 an, voilà ce que disent les personnes. J'ai été aidée par la notion d'expérimentation plutôt que se sentir condamnée à l'arrêt définitif. Alors ça, c'est au moment où il leur reste plus qu'une ou deux cigarettes et que elles traînent 2 semaines, 3 semaines, elles n'arrivent pas à lâcher, plutôt que dire mais enfin, il faudrait arrêter maintenant, il est temps, ça fait 2 mois. Je leur dis, et si on expérimentait un jour et après vous reprenez votre consommation? Et cette notion d'expérimenter est souvent décrite par les personnes a posteriori comme avoir été déterminante. La moitié d'entre elles, on va dire même un peu plus, une fois qu'elles ont fait 24 heures d'arrêt, continuent. Une petite moitié reprend 2, 3 jours et puis réarrête. Et c'est intéressant. Cette notion d'expérience, c'est vraiment important pour permettre à la personne. C'est comme dans un divorce, quand une personne souffre d'une séparation, on va pas lui dire, mais ma pauvre, c'est définitif, c'est comme ça, et puis tu t'habitueras. Non, on va dire, bah, écoute, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de distance. Enfin, on essaye de réduire la projection. Donc, j'ai été aidée par la notion d'expérimentation. Je pense qu'on doit réapprendre autre chose et ça peut se faire que dans le temps. C'est sécurisant quand on sait que les symptômes à l'arrêt du tabac sont transitoires et font partie du cours normal des choses. Je suis lucide sur le souvenir de la récompense qui donne encore quelques pulsions. Quand vous m'avez parlé de capacité, ça m'a fait un déclic. Auparavant, je n'entendais que cette notion de motivation à avoir ou pas.
je me rends compte avec le recul de tout le mal-être du fumeur qui veut arrêter et qui ne peut pas. Donc voilà, ce sont des phrases lourdes de sens. On m'a dit aussi c'est contraignant de fumer, mais on ne s'en rendait pas compte. On n'avait pas choisi d'être prisonnier du tabac. J'avais perdu la clé, je n'avais pas la force de la retrouver. Et je vous rappelle que le tabac donne cette baisse de motivation, cette baisse de décision, de capacité de décision, cette, cette espèce d'apathie, de baisse de vigilance. La personne est fatiguée, hein, et n'arrive pas à se mouvoir. En fait, le tabac, ça met en prison et en plus, ça enlève de la volonté. Et pas que la volonté d'arrêter, la volonté pour le reste aussi. J'ai enfin pu sortir de cette prison du tabac où j'étais emmurée. Ils ont beaucoup parlé de prison, hein. Après un an, après 6 mois d'arrêt, hein. Je suis tellement heureuse d'être sortie de cet esclavage parce que je n'y croyais pas au début. Voilà, je vous remets ce verbatim parce que les gens que je reçois arrivent en disant, mais je viens vous voir, hein, mais c'est mort, quoi. Je, je, je sais que j'ai pas la capacité de le faire ou je sais que j'y arrive pas. Donc, on accompagne, mais tranquillement, progressivement. Alors, revenons, j'ai bientôt fini, reste juste 3 dias. Revenons sur cette notion de facteur de conversion. Comment on transforme le droit, liberté théorique en droit et liberté réelle. Pour reprendre la question du handicap, mon collègue Jean-Michel Bonvin, sociologue, parlait de facteurs individuels, les caractéristiques, les capacités aux compétences de chacun. Je vous laisserai lire de quoi il s'agit. Les facteurs environnementaux, qui sont les adaptations nécessaires sur le plan de l'urbanisme, hein, les aménagements, les voies d'accès, de transport, etc. Puis aussi les facteurs sociaux, les normes, les valeurs de la collectivité en termes de qualité d'emploi, de rémunération, de durée d'engagement, de pression à la productivité, etc. Tout ça, il a beaucoup, beaucoup travaillé cette question du handicap et quels sont les facteurs de conversion qui permettent de transformer un droit formel, c'est-à-dire on a tant de pourcents de travailleurs handicapés qu'on doit prendre dans chaque entreprise. Oui, ça c'est la théorie. Mais en réalité, s'il n'y a pas d'adaptation du poste ou qu'il n'y a pas d'accompagnement sanitaire ou qu'il n'y a pas même d'accès à l'information que ces postes sont ouverts, eh bien, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il y a aussi la question, bien sûr, les quotas des entreprises, mais si on exige de la personne la même rentabilité, la même productivité que les autres, ça ne va pas le faire non plus et la personne ne va pas rester. Donc ça, c'est les libertés formelles sur le papier. Mais pour les droits et libertés réels, voilà tout ce que ça suppose. Eh bien, si on l'adapte au tabac, voilà ce que ça pourrait donner. Ça, je vous livre des propositions, hein. C'est pas, c'est encore en construction, mais voilà ce que nous avons écrit dans nos articles. La notion d'environnement capacitant qui permet de transformer les libertés formelles en libertés réelles, il pourrait être aussi de 3 ordres. Les facteurs de conversion individuelle, ce sont les aptitudes cognitives et comportementales que nous pratiquons pour le patient, que nous aidons, enfin que le patient développe grâce à l'accompagnement. Mais il y a aussi des facteurs de conversion environnementaux. Ce sont, on pourrait imaginer, les campagnes nationales de prévention, l'augmentation des prix du tabac, le remboursement des traitements, l'élargissement des droits de prescription. Tout ça favorise cette transformation vers la liberté réelle d'arrêter de fumer. Mais il y a aussi les facteurs de conversion sociaux et politiques. À notre sens, on n'est pas au point dans notre pays sur ce plan. On peut parler du financement de consultations spécialisées, que ce soit infirmière, médecin, kiné. Voilà, le ministère de la Santé, la DGS, DGOS ne sont pas clairement au rendez-vous pour l'instant. La formation systématique des étudiants en santé n'est pas à ce jour suffisamment développée.
la valorisation financière des consultations dédiées, des professionnels de santé, la lutte contre la publicité au cinéma, j'en parlais au début, c'est pas possible de continuer. En fait, on œuvre contre une force contraire lorsqu'on est soignant et qu'on s'occupe d'aider nos patients. L'ingérence des cigarettiers dans les politiques publiques qui perdure encore actuellement, le PNLT, Plan national de lutte contre le tabagisme, dit qu'il faut lutter contre cette ingérence, mais ce plan de 2023 répète ça alors que c'était déjà dans le plan 2018. Vous voyez, donc là, on rame un petit peu. Le financement systématique des démarches lieux de santé sans tabac n'est pas acquis, il l'est pour certaines structures, pas pour d'autres. Et donc, voilà, on peut se poser la question pourquoi, puisqu'il s'agit d'un enjeu prioritaire. L'action des instances de santé pour le retour des traitements utiles et validés. Vous savez que nous manquons de Champix, que le Ziban bupropion n'est pas remboursé et que certaines marques de patchs et de pastilles sont en rupture de stock dans les pharmacies. Donc, tout ceci n'aide pas. Et enfin, oui, la réflexion autour des ruptures de stock en pharmacie qui va avec. Alors, bien sûr, on cible beaucoup l'accompagnement en disant, mais voilà, si on fait un bon accompagnement, un bon entretien motivationnel, là, la personne va réussir. Je ne veux pas, comment dire, vous décourager et nous décourager tous d'aider nos patients. Je veux juste qu'on ait tous un regard lucide sur le pourquoi de certains échecs de prise en charge qui ne dépendent pas ni du patient, ni même du soignant, euh, dans la mesure où nous n'avons pas l'environnement euh, sociopolitique suffisamment favorable pour nous aider à aider nos patients. Donc ça, c'est aussi pour déculpabiliser les soignants de l'efficacité ou non de leur action. Je vais pas vous les lire, vous les avez ici, toutes les principaux travaux de recherche des personnes les plus productives dans la théorie des capacités, vous les avez là. Ce sont des Américains, ce sont des Français, ce sont des Canadiens. Et je vous lis l'approche par la capacité, les dernières lignes. C'est ce concept permet de comprendre les conditions qui facilitent la santé et les obstacles qui l'entravent, et les capacités réelles d'une personne pour certaines fonctionnalités qui sont importantes pour elle. Et ces fonctionnalités, on parle de ces enjeux, de ces besoins prioritaires. En fait, la collaboration qu'apporte l'aidant à l'usager vise à accroître la capacité de ce dernier à prendre sa vie en charge en soutenant sa propre rationalité. C'est ça qui est très important. En conclusion, dans un domaine aussi complexe, nous devons nous adapter. Le domaine de la tabacologie est difficile. Le tabac est plus addictif qu'auparavant. Vous le savez, on est à 600 additifs rajoutés par les cigarettiers et notre société a évolué aussi. Les fumeurs sont plus persistants, le monde qui nous entoure est anxiogène, il y a un besoin d'autodétermination, il y a un besoin aussi des personnes de comprendre. Vous savez que la plupart des usagers maintenant vont sur Internet pour essayer de voir si le médecin ou le soignant a donné le bon traitement. Les gens ont besoin de comprendre et donc il faut leur donner des éléments de compréhension. Prendre en compte le feedback de la population en demande d'aide, c'est important. Évaluer aussi les résultats de nos actions, c'est vraiment très important pour nous assurer qu'on est dans la bonne direction. Sur un échantillon suffisamment important, on peut se donner une étude sur euh, quelques dizaines de patients, essayer de recueillir les verbatims, essayer de poser les bonnes questions pour essayer de discerner qu'est-ce qui a de l'impact pour les aider. L'approche par les capacités permet de renouveler notre regard sur la problématique tabac
pour un abord adapté aux attentes réelles du patient et une posture efficace. J'ai voulu vous faire toucher du doigt que les facteurs de conversion ne relèvent pas seulement de nous, professionnels de santé, ils sont aussi environnementaux et sociétaux. Et je vous remercie pour votre attention en m'excusant d'avoir été un petit peu longue, j'ai beaucoup parlé Pas du et tout. je suis prête à répondre à vos questions. Pas du tout. Merci. Un grand bravo. Un grand bravo. Quelle clarté. Quelle Ah, clarté dans les propos. Quelle pédagogie sur à merci la fois Marie-Ange. la compréhension des tabagiques, parce que Oui, tous ces verbatims-là sont vraiment aidants à comprendre parce oui, qu'on les a tous pris et on en a eu dans nos patientèles, clientèles, accompagnants, oui, accompagnements. Donc ça, c'est très important. Mais aussi, ce que je retiens quand même, c'est les postures derrière. oui, oui, Les postures non jugeantes exactement. parce qu'on a tous des résistants, des Oui, hard smokers, quelquefois de la frustration, hein, donc en tant que soignant. Et donc là, c'est vrai que ça a touché. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir d'avoir réentendu cette approche par capacité, car je trouve que ça remet un peu de progression dans la pratique. Je trouve on va se réinterroger. Donc pour ça, oui, merci beaucoup. Donc après, il y a, et comme j'ai dit, hein, donc tout cet enregistrement sera à disposition donc pour les participants. Merci de nous l'avoir fait partager. Et il y a quelques questions. On va se donner, mais si vous voulez boire un verre d'eau parce que vous avez beaucoup parlé, allez-y, sans problème. merci. J'avais Allez-y. prévu. Oui, 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 parce que je comprends tout à fait. Alors,